Allez, mes chers collègues, il est 9 heures, je déclare donc ouvert la séance publique. Si vous me permettez, je vais demander à Benjamin Dujour, Madame Béatrice Vera-Masson, de procéder à l'appel. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Monsieur Palco, Oui, Madame Massy, Monsieur Cavana, Madame Turbat, Monsieur Tanguy, Madame Pan, je vais arriver. Madame Pan, Monsieur Jérôme, Madame Andréotti, Monsieur Cazot, Madame Janvier, Monsieur Mahali, Madame Mondonne, Monsieur de Saint-Sernin, Madame Audibert, Elle a donné son pouvoir à Monsieur Lebert. Monsieur Bonnet, Madame Chambon, Elle a donné son pouvoir à Monsieur Moreno. Monsieur Moreno, Madame Bérard, Elle a donné son pouvoir à Monsieur Jérôme. Monsieur Charoton, Madame de Palance, Monsieur Mascarou, Madame Garardi, Monsieur Lebert, Monsieur Chenevard, Madame Lévy, Monsieur Léonie, Monsieur Trouillas, pardon. Il devrait arriver également. Monsieur Reynaud, Présent. Madame Genetelli, Monsieur Tanguy, Monsieur Guy Thérèse, Elle va arriver. Elle va arriver aussi. Monsieur Thériel, Madame Jouve, elle a donné son pouvoir à Madame Massy. Monsieur Campus, Monsieur Bonnefoy, Madame Manzanares, Monsieur Brochot, Madame Bizarre, Monsieur Pardigon, Madame Portias, Monsieur Pelletier, Madame Moussaoui, Elle a donné son pouvoir à Monsieur Reynaud. Madame Pascoli-Cerny, À Madame Bizarre. Madame Dredi, Madame Leyec, Madame Dire, Monsieur Pélissou, Madame Valorne, moi-même, Madame Diaz, Elle a donné son pouvoir à Madame Vera-Masson. Monsieur Do, Monsieur Coutsef, Présent. Madame Roussel, Madame Savary, Monsieur Navaran, Monsieur Leroy, Présent. Madame Grenelle, Monsieur Dulubeda, Présent. Monsieur Le Balance Présent. et Madame Muscotti. Bien, mes chers collègues, on peut donc valablement délibérer. Je vais mettre au voie le procès-verbal de notre séance du 22 décembre 2022 ainsi que le compte rendu des décisions. Pas de remarque, je peux le mettre au voie, qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient. Ils sont adoptés et je vous en remercie. Je passe la parole à Madame Massy. Fonctionnaire, pour la première délibération, c'est autoriser la rémunération des auteurs-illustrateurs participant à l'opération Toulon sur livre comme chaque année au titre du parcours culturel. Donc ce parcours culturel, c'est une soixantaine d'actions diverses à la rencontre des artistes au bénéfice de 32 classes. Et cette année, les auteurs sont Marie-Louise Masson, Florence Langlois, Alex Boga et Hubert Campilly, Michel Moulin. Pas de remarque, mes chers collègues, qui est pour l'approuver, contre, abstention. Elle est donc approuvée. Madame Massy, vous poursuivez. Monsieur le maire, c'est la modification du règlement de fonctionnement des crèches en application des différents dispositifs du Code de santé publique. Et donc c'est la mise en conformité. Les principales modifications concernent notamment l'intervention du référent santé et accueil inclusif, l'application des différents protocoles en lien avec l'hygiène et la sécurité des enfants, et la mention du choix des ratios d'encadrement personnel-enfant, la lutte de Toulon applique le ratio 6, c'est-à-dire 6 intervenants par 6 personnes, un encadrement pour 6 enfants. Et je signale que tous les personnels sont qualifiés en petite enfance. Bien. Des remarques, mes chers collègues? S'il n'y a pas de remarques, je vous vois cette délibération qui est pour l'approuver, qui est contre, qui s'abstient. Elle est approuvée et je vous remercie. José. Oui, c'est la modification des règles d'abattement du régime indemnitaire. En effet, on a convenu avec les différents syndicats de travailler sur l'absentéisme et lutter contre l'absentéisme. Donc, après 9 mois de négociations, à la majorité, on a convenu d'un abattement total du régime indemnitaire pour la maladie ordinaire uniquement, à partir du 11e jour de cette maladie. Mise en place aussi d'un crédit de 5 jours permettant de reporter l'abattement si l'agent n'a eu aucun jour de maladie ordinaire, avec 10 jours cumulables. Et enfin, la possibilité d'annuler l'abattement mis en œuvre sur demande de l'agent qui justifiera des circonstances exceptionnelles. Mes chers collègues, des remarques?
Pas de remarque. Je le mets, oui, c'est quelque chose qui s'imposait. Vous allez dire, on aurait pu le faire avant, mais non, c'est parce que les choses se sont dégradées depuis quelques années. Sachez que pour tout motif confondu, dans l'année 2021, on a eu 5863 arrêts de maladie. Alors, il y a des arrêts de maladie, bien sûr, qui s'expliquent par, hélas, des maladies qui sont parfois même de longue durée, puis après, il y a des arrêts de maladie de complaisance qui font très mal à la collectivité, alors on a supporté des charges très importantes, vous le savez tous, puisque vous êtes élus, certes, et citoyens aussi, que les charges qu'on a supportées sur l'énergie. Aujourd'hui, le fonctionnement est quelque chose qu'il faut gérer avec encore plus de rigueur que ce qu'on a pu le gérer jusqu'à présent, même si on a géré avec rigueur. Nous le démontrons chaque année par l'épargne que nous dégageons, mais là, je crois que d'ailleurs, il y a eu... Voilà. Voilà. Monsieur, vous avez la parole. Je vous remercie. C'est vrai que cette délibération qui actera une modification dans l'attitude de la collectivité et de la direction du personnel à l'égard de ces arrêts maladie, effectivement, on attendra de voir les effets. Ce qui coûte cher, c'est pas tant l'arrêt maladie abusif, c'est surtout que, en cumulant pour la ville de Toulon un nombre d'arrêts maladie incomparablement supérieur à toutes les autres collectivités, on est obligé peut-être d'employer plus de gens pour justement prévoir les absences. Et c'est cela, c'est peut-être les sur-embauches pour assurer un service. Et vous le savez, on a beaucoup de débats sur les charges de personnel. On a un personnel qui fait le job, mais dont le cumul des charges, notamment dans son rapport aux charges de fonctionnement, est anormalement supérieur. Et c'est un des seuls indicateurs d'ailleurs de la commune qui est plutôt dégradé dans la gestion. Alors on verra, est-ce que cette modification apportera un plus et donc permettra in fine d'améliorer ces ratios et donc d'améliorer les comptes de la commune sur ce point. Mais ce qu'il faut aussi penser, je suis sûr que vous l'avez fait, mais ce sont les raisons de ce que vous pouvez présenter comme parfois des arrêts maladie de complaisance. Est-ce que c'est le mal-être au travail? Est-ce que c'est le vice? Et donc, avec cette modification, sur laquelle en revanche nous nous abstiendrons quant au calendrier, eh bien nous verrons bien les effets qui seront faits et si ça se ressentira ou non sur nos comptes administratifs. Je vous remercie. Plusieurs choses. Non, pas supérieures aux autres collectivités. J'ai eu le privilège de gérer de nombreuses collectivités. On a toujours été confrontés à ces problèmes-là. Ces arrêts de maladie de complaisance qui font du mal à la collectivité, effectivement. Après, je ne suis pas médecin, c'est-à-dire que ce n'est pas à moi de juger si c'est mal-être, vice ou autre. Quand il y a arrêt de maladie, il y a un certificat médical. Je me garde bien de juger ce certificat médical. Voilà. Donc, effectivement, pas supérieur aux autres collectivités. Aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui on se penche sur ce problème-là? Parce que, je le dis, je le redis, quand je parle de des augmentations d'énergie, la hausse des prix pour les collectivités, dans l'alimentation, notamment pour nos cantines. Vous savez qu'on n'augmente pas les tarifs des cantines, qui sont parmi les plus bas de
agglomérations, mais le prix de notre alimentation a augmenté de près de 15%, les produits manufacturés de 5%, tout autre achat de produits plus 14%, l'énergie 18%, 18,5%. Voilà, donc aujourd'hui, les matières premières, les matériaux, les textiles, les pâtes à papier, le papier, 50%. Voilà la raison pour laquelle on utilise au maximum les réseaux sociaux. Voilà, parce que le papier, quand on utilise le papier, c'est pris 50% en une année. Voilà. Donc ces problèmes-là, ils font qu'aujourd'hui, on se doit être encore plus rigoureux que ce que nous l'avons été. Et c'est la raison pour laquelle cette délibération est prise. Après, il y a l'arrêt maladie, malheureusement, longue durée. Et on compatit à ces agents qui ne peuvent pas assumer leurs tâches parce qu'ils sont confrontés à des maladies qui empêchent de les assumer. Et encore une fois, je ne juge rien. Encore une fois, je ne suis pas juge. Je ne suis pas médecin. Moi, je constate. À partir de là, il faut prendre des décisions. Voilà. Monsieur. Oui, effectivement, les chiffres, c'est 33 jours d'absence en moyenne dans les collectivités en France. Et Toulon se classe deuxième, c'est 51. D'où la nécessité, comme vous l'avez dit, de légiférer là-dessus. Vous reprenez les classements de Toulon qui se classe deuxième ou troisième. Et ce sont des Toulon se classe premier dans mon nombre de classements. Et je remarque qu'il n'y a jamais personne dans l'opposition qui reprend ces classements. Vous remarquerez même que le président j'assume totalement mon personnel, j'assume le comportement de mon personnel et j'assume la délibération que nous demandons de prendre, qui est pour l'approuver, qui est contre, qui s'abstient. Elle est approuvée et je vous en remercie. Allez, oui, alors c'est la signature de la convention d'adhésion au service médecine préventive du centre de gestion 83. En effet, les services des collectivités doivent disposer d'une médecine préventive et compte tenu du départ à la retraite du médecin de prévention de la commune, qui maintenant s'appelle médecin du travail, de la difficulté de recruter des médecins, il a été proposé de conventionnaires et de centres de gestion afin de disposer de ce service de mention préventive à compter du 1er avril 2020. allez, vous avez la parole, monsieur. Parole. Monsieur le maire, mes chers confrères, nous allons voter ce projet de délibération en nous félicitant que la dite médecine préventive soit déléguée au centre de gestion, ce qui garantira à tous les agents un sentiment complet d'indépendance. Le médecin de prévention est devenu un véritable médecin du travail avec toutes ses missions. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui dans la plupart des mairies. Cette mesure sera de nature à garantir aussi aux médecins l'absence de lien direct avec les collectivités pour lesquelles ils voient les agents. Nous votons donc favorablement cette décision en espérant que les recommandations du médecin du travail en termes de reclassement professionnel, de reconnaissance de maladies professionnelles, d'accidents de travail, de changement de service, d'aménagement d'horaires, de prévention des risques soient suivies des effets positifs en termes d'intégration au travail, de jours de maladie, de carrière complète. C'est ce que doit une collectivité à tous ses agents. Merci. Je vous fais remarquer que le médecin de la mairie est un médecin indépendant. Excusez-moi. Je ne peux pas laisser dire que le médecin de la mairie n'est pas le médecin indépendant. Je vous l'ai dit que je ne jugeais pas les médecins. J'ai mon avis, monsieur. On pourra en parler d'ailleurs, sur le nombre d'arrêts maladie. Moi, je souhaiterais que les arrêts maladie soient faits par le médecin des centres de gestion. Voilà. Là, je serais d'accord. Alors, c'est bon. Hein. Ne jugeons pas les médecins. Il y avait tant de choses à dire. Le médecin de la mairie, le médecin indépendant, respectable et respecté. Donc, voilà. Pas un médecin de complaisance. C'est tout. Voilà. Allez. Qui est favorable à la 402 ? Tous les certificats de maladie qu'on a, ils sont signés par des médecins. Et on comptabilise les médecins qui signent le plus et les médecins qui signent le plus. Voilà. Ouf. Bon. Merci. Allez, elle est votée. Je vais passer à la 403. Alors la 403, c'est la signature de convention relative
relative à la mise à disposition à temps incompris d'un personnel municipal au collège de Toulon-Provence-Méditerranée. En effet, cet agent est chargé de réaliser une revue de presse et on fait une revue de presse mutualisée de Toulon, Métropole, Toulon-Provence-Méditerranée. Chaque fois qu'on mutualise, on est plus efficace. C'est tout. Défavorable. Défavorable. Abstention. C'est adopté et je vous en remercie. Robert, Canada. Merci, monsieur le maire. Il s'agit d'adhérer au CEREMA, qui est un établissement public qui intervient aussi bien auprès de l'État que des collectivités locales, en particulier pour les aider à réussir le défi de l'adaptation au changement climatique. Et en même temps que cette adhésion, il s'agit de désigner le représentant de la ville auprès de cet établissement public. Et de ce point de vue, si tout le monde en est d'accord, nous pouvons procéder à cette désignation à main levée. Oui. Nous serons tout à fait favorables à cette désignation à main levée et également à la délibération. Mais permettez-nous d'aborder sur ce point et sur cette adhésion qui sûrement apportera des compléments d'analyse technique et qui permettront notamment dans la prise de décision, une prise de décision renforcée, d'aborder la question prégnante et très actuelle concernant le défi climatique et sur lequel le CEREMA a déjà émis des avis, des zones à faible émission. Ce que le CEREMA peut et doit apporter, c'est à la fois une analyse technique, mais aussi le pragmatisme du territoire. Alors que nous étions, pour ce qui concerne notre formation politique, totalement opposés aux ZFE, vous avez émis le souhait de son report, ce qui est au moins un avantage dans les relations peut-être que vous avez avec le plus haut sommet de l'État, ce qui nous permet d'avoir un petit laps de temps déjà de bénéfice d'un sursis. Mais si l'adaptation au défi climatique est un point important, les analyses techniques doivent toujours prendre en compte la réalité du terrain. Si aujourd'hui, maintenant on pense au 1er avril, une zone à faible émission apparaît sur notre territoire métropolitain, elle devrait impacter notre commune. Les bénéfices de ces zones sont ultra marginaux. On pourrait se dire, il vaut mieux un tout petit peu que rien du tout. Sauf que les contraintes qui seront celles des gens, parce que la politique c'est juste régler les problèmes des gens, sont tellement plus importantes. La punition qui va leur être infligée sera tellement plus importante qu'un bénéfice ultra marginal, ne peut pas laisser ce sujet sans être abordé ici, dans ce conseil municipal. Alors, notre souhait avec cette adhésion au CEREMA, c'est d'engager une grande discussion. Quelle doit être, si l'État l'impose, la zone à faible émission? Quel périmètre? Quelles contraintes? Quel type de véhicule? Qu'est-ce que la collectivité peut apporter comme solution? Qu'est-ce que l'État pourrait prendre comme décision pour améliorer la situation? Que fait-on si on instaure une zone, notamment dans le centre-ville de Toulon? Que fait-on pour expliquer que les paquebots continuent de manœuvrer dans le port et que la voiture de Mme Dupont, de Mme Durand ou de Mme Michu serait interdite de circuler avenue de la République à quelques mètres de là? Comment dit-on à nos compatriotes les plus modestes qu'on peut leur prêter 40 000 € à taux zéro pour acheter un véhicule compatible avec les meilleures vignettes, alors même qu'ils ont généralement, pour les plus faibles d'entre eux, beaucoup de mal à boucler leur budget? Allez leur présenter la générosité de l'État avec des prêts à taux zéro pour acheter des voitures à 40 000 €, je pense que c'est totalement déphasé de la réalité. Voilà, donc nous sommes favorables au vote à main levée, nous voterons l'adhésion au CEREMA et nous vous demandons d'engager une grande concertation, y compris avec la population. Il y a des salles municipales qui seraient tout à fait disposées à recevoir les gens pour entendre les doléances et que remontent aux oreilles des gouvernants brutaux qui veulent faire travailler les gens jusqu'à la mort et leur interdire de circuler librement, eh bien la réalité du terrain, des gens qui souffrent et qui ont besoin d'une liberté, qui est celle de pouvoir se déplacer, tout en considérant que la lutte contre la pollution, que toutes les précautions que l'on doit pouvoir prendre, doivent toucher ce qui est le plus massif
le plus agressif et pas ces émissions marginales contre lesquelles on pourrait parfaitement adopter des modifications et des améliorations sans pénaliser les plus faibles d'entre nous. Je vous remercie. On arrive, vous permettez que je réponde à monsieur. C'est juste pour vous dire. C'est un sujet quand même important qui a déjà été débattu en conseil métropolitain. Je remarque que monsieur reprend pas mal de mes arguments que j'ai déjà développés en conseil métropolitain sur ce sujet, puisque je vais en parler librement. Je suis fait critiquer d'ailleurs, alors que j'avais encore rien fait. Voilà. Si ce n'est de discuter avec monsieur le préfet. Mais j'assume. Et j'assume la réalité du terrain. La réalité du terrain, elle n'est pas de politique politicienne. Sur le terrain, il y a des gens de toute sensibilité et toute sensibilité respectable. Après tout, chacun est libre, encore en France, de dire ce qu'il a à dire, avec la sensibilité qu'il a. C'est le terrain. L'ensemble de nos concitoyens, heureusement, on n'oblige pas les concitoyens à adhérer à un parti politique. Le parti politique, c'est la République et la France. Pour bon nombre de concitoyens, d'ailleurs, les concitoyens ne savent pas ce qu'est un parti politique, ils n'ont jamais adhéré leur vie, et ils se comportent un bon citoyen. La zone à faible émission, c'est une loi. Une loi de 2019, qui a été complétée par la loi de 2021, qui a étendu les ZFE à l'ensemble des agglomérations de plus de 150 000 habitants. Il y a 45 agglomérations concernées. La ZFE est donc une loi, elle s'impose à nous aujourd'hui, et la loi, on doit l'appliquer. Qu'elle nous plaise ou qu'elle ne nous plaise pas, on doit l'appliquer. Mais si améliorer la qualité de l'air est une priorité, et nous y attelons jour après jour, vous pouvez le prouver, comme l'attestent d'ailleurs les données positives de la qualité de l'air sur notre territoire, je vais y revenir, il ne faut pas, je reprends mes termes du conseil métropolitain, que les ZFE deviennent des zones à forte exclusion, qui pénalisent l'ensemble de nos concitoyens. D'autant plus que les améliorations apportées par la ZFE sur la qualité de l'air seront minimes, même si elles sont importantes. Plus, mais moins de 3%. On constate d'ailleurs, dans les 45 grandes métropoles françaises et dans les métropoles où il est déjà appliqué, de nombreux problèmes pour leur mise en application. J'ai une liste d'articles de presse qui concernent Toulouse, Marseille, Montpellier, Rouen, Grenoble, Strasbourg, Paris, Nice, Lyon, Reims, Perpignan. Et je crois une unanimité pour dire ce que je suis en train de vous dire, et je crois que les responsables, on est tous la même chose, parce qu'on vit le terrain. C'est une réalité de terrain et pas de parti, et pas de parti politique. Il y a un mécontentement général que j'ai fait remonter d'ailleurs. Je l'ai dit au ministre de l'écologie que je rencontre mardi. Je l'ai dit au Premier ministre, à Madame la Première ministre, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Donc je l'ai dit en conseil métropolitain et je le dis aujourd'hui en conseil municipal. Alors oui, on travaille avec les services de l'État, parce que c'est une loi, dans la mise en place d'une zone à faible émission, et on y travaille avec des responsabilités qui sont les nôtres, avec des compétences qui sont les nôtres, sur le périmètre le moins contraignant possible. Le moins contraignant possible. Quand on est au responsable, on écoute. On est sur le terrain, on entend. Mais après, il faut prendre une décision. Parce que si on est 36 000, on a 36 000 périmètres. Le responsable se doit, en fonction de l'écoute, en fonction du terrain, en fonction du bon sens, en fonction du pragmatisme, de prendre une décision pour appliquer une loi. Un, la loi sera appliquée. Deux,
je n'ai pas demandé un report, je travaille, puisqu'on a des délais. Il y a un arrêté qui a été pris par le ministre de l'écologie pour allonger le délai pour prendre une décision. Je n'ai rien fait d'exceptionnel si je suivre les arrêtés et la loi. Donc je travaille avec M. le préfet pour un périmètre qui, je le pense, sera le moins contraignant possible. Parce qu'effectivement, impacter 56 000 personnes, dire à un artisan, vous ne pouvez plus venir à Toulon à partir d'aujourd'hui avec votre voiture, vous allez être dans l'obligation de changer votre voiture, oui, mais monsieur le maire, qu'est-ce que vous me donnez comme aide? Une voiture, ça coûte 25, vous avez vu, à moins de 15 000 euros, on n'a plus de voiture aujourd'hui. Et je vais lui dire, ouais, je vais vous donner une subvention, l'aide de l'État, l'aide de la collectivité, ça va vous faire 5 000 euros. L'artisan, il ne pourra pas se la payer. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus venir travailler dans notre vie. Et donc, voilà la raison pour laquelle cette loi, et je le redis, ce que j'ai dit, c'est une loi à forte exclusion. Et cela ne s'imposait pas, dans les termes où elle s'impose. Donc, je suis en train de travailler avec le préfet sur un périmètre qui, je le pense, je l'espère, sera le moins contraignant possible pour l'ensemble de nos concitoyens, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, sur l'ensemble du territoire métropolitain. Alors, le CEREMA ne s'occupe pas de la qualité de l'air, il s'occupe de la mobilité. C'est Almosud qui s'occupe de la qualité de l'air. Et je vais vous en parler. L'association Almosud est agréée par le ministère en charge de l'environnement pour la surveillance de la qualité de l'air de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle publie sur son site internet les relevés, et tout ce que je vais dire, vous pouvez le vérifier, des différentes stations de la région. Il y a 5 stations sur le territoire de Toulon-Provence-Méditerranée. Et pas aux mêmes endroits, à Villevieille, un endroit du carrefour, sortie d'autoroute, rentrée de Toulon et tout, au port, du bateau, fumée, soi-disant, polluent, rendement, la ville. Alors, qu'est-ce qu'elles disent, ces études et ces analyses? Elles disent cela. C'est pas moi qui le dis, vous le vérifiez, c'est écrit. Depuis 2018, plus aucune station de mesure ne dépasse la moyenne annuelle réglementaire en oxyde d'azote sur notre territoire. Toulon est la 9e ville de France et la première ville de plus de 100 000 habitants, la 9e des grandes villes de France, elles sont nombreuses, où la qualité de l'air s'est le plus améliorée depuis 2019. C'est un classement qui a été fait par des données INERIS, qui est ni Almosud ni le CEREMA, c'est l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. C'est un établissement public qui est placé sous la tutelle du ministère de l'Environnement. Toulon est la 9e ville de France où la qualité de l'air s'est le plus améliorée depuis 2009. L'ensemble du territoire métropolitain se situe sous les seuils réglementaires imposés par l'État. Toutes les stations de mesure montrent des diminutions importantes entre 2007 et 2022, allant de 36% à 73%. La diminution la plus manifeste porte sur le polluant dioxyde de soufre SO2, rejet industriel et routier avec moins 73%. Une baisse de 44,69% du taux moyen annuel d'émissions de NOx à Toulon depuis 2011, contre moins 38,32% en moyenne dans la région. Une baisse de 39% des particules fines. En 2022, 7 navires ont été contrôlés dans la rade de Toulon par les services de la direction interrégionale de la mer Méditerranée. Aucun n'a été pris en défaut sur le respect des normes environnementales. Voilà le constat qu'on peut lire aujourd'hui sur Almosud. Voilà le constat qui est fait par des instituts qui sont placés sous la responsabilité du ministère de l'Environnement, parce que chacun peut vérifier. Ce n'est pas des chiffres que j'ai inventés, c'est des chiffres qu'on m'a donnés, que j'ai lus, qui sont vérifiables partout. Alors,
Oui, je dis qu'on a fait des efforts depuis des années. On a fait des efforts, que ça plaise ou que ça plaise pas, sur la qualité du réseau Mistral et la commande de bus propres. Sur nos 132 lignes aujourd'hui, nous avons 109 nouveaux bus propres pour un montant global que nous avons investi de près de 70 millions d'euros. Le réseau Mistral, c'est aujourd'hui 330 véhicules, 50% en énergie propre, chiffre bien au-delà des obligations légales qui en imposeront 16% d'ici 2025. Plus, autre chose, on ne va pas revenir sur le débat qu'on a depuis 2001, mais c'est le constat que nous faisons. La fréquentation a augmenté de 83%. On est passé de 18 à 33 millions de personnes transportées. Autre mesure qui a favorisé les chiffres que je vous ai exposés, l'obligation aux navires entrant dans la rade de Toulon d'utiliser un carburant 5 fois plus propre que ce que la loi prévoit. Je pourrais vous développer tout cela, je l'ai tout en détail. La création de RER toulonnais, l'installation de bornes électriques, RER toulonnais que nous avons inauguré. TPM est en train d'installer, avec la Simelec VAR, 328 prises de recharge pour les véhicules électriques. Il y aura 164 bornes sur l'ensemble de notre territoire. Là aussi, c'est un investissement lourd. Le développement des pistes cyclables, oui. Il y en avait 125 km en 2006, il y en a 350 km aujourd'hui. La production d'énergie renouvelable, on essaie d'y travailler. Le dispositif bien chez soi. Toulon, oui. Ben oui. La ville la plus verte de France. Comme ça. Il y a un nouveau classement qui vient encore de le prouver. C'est le constat. C'est comme ça. Cette étude est basée sur l'analyse de la végétation arborée, visible sur les photographies aériennes de l'Institut géographique national. Toulon est la ville de 100 à 200 000 habitants, la plus verte de France, avec 30% de son patrimoine arboré. Sans les monts toulonnais, c'est-à-dire sans le Faron, si on y rajoute le Faron, c'est 43%. L'électrification des quais, le chantier qui a débuté, c'est un investissement lourd, de plus de 20 millions d'euros, qui va nous permettre, là aussi, d'améliorer encore la qualité de l'air, puisque à quai, les bateaux seront branchés sur l'électricité. Et c'est un chantier très très lourd. Je vous invite à visiter d'ailleurs la base qui va permettre d'électrifier les quais, l'ensemble de nos quais, Corse, Minerve, Fournel, avant d'électrifier Brégaillon également. Donc voilà, c'est un territoire qui est reconnu pour son engagement environnemental. On a été labellisé en 2015, on a été labellisé en 2019. On a différents labels, on a des certifications européennes. Voilà, mes chers collègues, ce que je souhaitais vous dire à ce sujet. On y travaille depuis de nombreuses années. On ne dit pas que tout est propre, tout est bien, que tout est parfait. On dit que, ma foi, on est certainement beaucoup mieux que tous mes autres collègues. Je remarque qu'à Nice, puisqu'on le cite souvent un exemple, il a choisi la moitié de ce centre-ville pour faire une zone à faible émission, et encore, ils ne sont pas cotables, les gens ne sont pas cotables. Donc, ben voilà, j'essaierai de travailler, et nous essayons de travailler à l'écoute de tous, on informe, on s'adapte. On en parle avec des CIL, c'est-à-dire, on ne peut pas les rencontrer, les 182 000 habitants de ma ville, mais j'ai des CIL, on en parle avec des CIL régulièrement. J'en ai encore parlé la semaine dernière avec eux. Ils sont représentatifs de tous les quartiers. On écoute leur avis, on essaie. Et j'espère que le préfet me suivra dans cette délimitation d'une zone à faible émission qui soit la moins contraignante possible pour mes concitoyens. Quand je dis mes concitoyens, c'est l'ensemble des concitoyens métropolitains. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je n'ai pas demandé de report, je n'ai pas demandé... La loi me permet de ne pas encore mettre en place la zone à faible émission.
Si ça avait été que de moi, je ne l'aurais jamais mis en place, je vous le dis clairement. Mais une loi, elle s'impose. Je suis respectueux de la loi. Même quand on est respectueux de la loi, c'est parfois embêté. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Donc, périmètre, je ne l'ai pas encore. Nous y travaillons. Il sera le moins contraignant possible. Mais les données, elles sont à la disposition de tout le monde. Vous pouvez les vérifier vous-même. Je n'ai pas annoncé des chiffres autres que ce que les chiffres ont. Quand ils sont bons, ils sont bons. Quand c'est mauvais, vous me le faites remarquer. Vous me l'avez fait remarquer sur le personnel. Il y a d'autres bons chiffres, vous savez. Si Toulon a été classée la première ville sur l'immobilier locatif, c'est les meilleures villes à investir. En matière de... C'est pas pour rien, première ville de France. Venez investir à Toulon. Voilà, on a des bons chiffres aujourd'hui. On ne s'en flatte pas, je le dis, parce que les bons, vous n'allez pas me les dire, mais c'est un constat qu'on fait. Vous savez, on écoute aussi nos concitoyens. Je suis dans la rue comme vous y êtes, je suis dans nos quartiers comme vous y êtes, je suis dans nos places comme vous y êtes. J'écoute mes concitoyens du matin très tôt, au soir très tard, et je les entends. Donc, voilà, c'est tout. Après, on prend des décisions parce qu'on nous a chargé, c'est la démocratie qui nous a chargé majoritairement de les prendre. Elles ne font pas toujours plaisir à tout le monde. On a des positions divergentes, elles sont plutôt respectables. Après, c'est la démocratie qui s'impose. Voilà ce que j'avais à dire sur les zones à faible émission. Chacun est libre de dire ce qu'il pense. Moi, je dis ce que je pense et je l'écris et je l'assume. Voilà. Vous avez la parole, monsieur. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Je ne vais pas relancer le débat sur la ZFE ni sur la pollution des navires. Je vais revenir à la délibération. Et nous nous réjouissons de l'adhésion de Toulon au CEREMA. Cet organisme dote de nombreux conseils professionnels utiles pour améliorer le cadre de vie des concitoyens. Il existe des solutions à tous les problèmes, tels le transport, les îlots de chaleur, la pollution, même pour les villes coincées entre la mer et la montagne. Montpellier a construit 3 lignes de VHNS et une ligne de tramway en 3 ans. Peut-être qu'avec le conseil du CEREMA, et bien sûr de l'ODAT, des agences d'urbanisme toulonnaises, et avec le sérieux et la compétence des urbanistes qui y travaillent, on pourrait peut-être réussir à faire la même chose à Toulon. Tout est une question de volonté politique. Nous espérons que M. Mascaro sera pleinement investi dans cette nomination au bureau du CEREMA et surtout qu'il parviendra à transformer leurs conseils en actions concrètes au niveau de la ville et de la métropole. Nous vous remercions. Monsieur le roi, je vous écoute. Je ne vais pas revenir sur le débat. Oui, il va exister. Moi, je suis satisfait du retour des strates. Il y aura un VHNS. Il n'y aura pas de pardon, il y aura un VHNS. Vous êtes heureux qu'on adhère au CEREMA et je partage cette satisfaction avec vous. Je vous tranquillise, ça fait 20 ans qu'on travaille avec le CEREMA. 20 ans qu'on prend leurs conseils. Vous savez, on a besoin d'instituts qui nous orientent, qui nous donnent des données, qui nous disent là vous faites bien, là vous faites mal. Et à l'Imosul, le CEREMA, surtout pour la mobilité, le CEREMA, 20 ans que nous travaillons avec le CEREMA. Là on y adhère, parce qu'ils ont lancé cette possibilité d'adhésion. Donc on y adhère et c'est M. Mascaro qui nous représentera si le conseil municipal accepte cette désignation. Mais après, je vous mets à l'aise, ça fait 20 ans qu'on travaille avec eux. Madame, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Nous voterons aussi favorablement à cette délibération et nous sommes satisfaits d'ailleurs et très confiants dans la candidature de monsieur Mascaro qui pourra mettre toutes ses compétences professionnelles aussi au service de ses expertises, puisque le CEREMA a vraiment pour mission de travailler sur la cohésion des territoires, sur les expertises publiques en matière de transition écologique, et surtout son leitmotiv, c'est d'accélérer les transitions territoriales. Et c'est bien là le sujet qui nous anime ce matin, et au-delà de positionnement politicien, c'est un vrai sujet de société. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où nous devons accélérer
nos transitions environnementales au sens large du terme, comment nous devons nous déplacer, comment nous devons consommer, comment nous devons adapter notre mode de vie aux défis climatiques. Et vous avez parfois d'un côté des écologistes extrémistes qui voudraient de la rupture dans cette transition, qui serait évidemment catastrophique, parce qu'on ne peut pas être dans une rupture aussi forte. Et on a des politiques plus sensées, plus équilibrées, et qui donnent compétence finalement au territoire. Et je fais la transition avec la ZFE, même si ce n'est pas forcément le lieu pour en parler, puisque c'est au Conseil métropolitain que nous avons ce type d'échange. Mais oui, nous devons accélérer ces transitions. Oui, nous devons prendre en considération les difficultés de chacun et les difficultés économiques que vont susciter la mise en place de cette ZFE. Je tiens quand même à rappeler, pour que les choses soient claires, si vous, monsieur le maire, n'avez pas demandé le report, monsieur Chenevard, en sa qualité de parlementaire, à travers une question écrite déposée au ministère, en a demandé le report il y a quelques mois. Ça, c'est un premier aspect. Maintenant, on peut comprendre que vous aviez besoin de plus de temps pour travailler sur ce périmètre, et pourquoi pas. Qu'il y ait un périmètre restreint, pourquoi pas. Maintenant, ne nous cachons pas, et je sais que ça ne va pas vous plaire, mais ne nous cachons pas derrière des réalités. Bien sûr que la ville de Toulon et que la métropole avancent sur tout un tas de sujets. Et vous nous faites la liste de ces avancées, et vous avez raison de le faire, et on est les premiers à vous féliciter dans cette action-là. Mais en revanche, cette ZFE, elle n'est plus contraignante dans les territoires où les transports en commun en site propre ne sont pas assez développés. Et donc, le CEREMA, avec ses experts, hein, vous vous souvenez de nos échanges un peu houleux en Conseil métropolitain, monsieur le maire, sur les experts, mais oui, les experts sont là pour accompagner, pour avoir ce pas de recul sur l'analyse d'une situation territoriale. Ces experts pourront alimenter cette urgence à développer cette transition, cette urgence à développer, notamment le transport en site propre. Et je rappelle que site propre n'est pas l'inverse de salle, mais je parle bien de voies dédiées au transport en commun. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit le président de la République, puisque vous le savez mieux que moi. Il a rappelé l'importance de cette loi parce que plus de 40 000 décès prématurés en sont la conséquence directe. Donc, au-delà de sujets environnementaux, ce sont des sujets de santé publique. Et donc, nous nous félicitons de ces avancées. Nous voterons favorablement. Madame, ça fait 20 ans qu'on accélère. Et donc, 20 ans qu'on accélère, c'est en vrai de transition. Les résultats sont là pour en témoigner. Bon, vous n'avez que ça, les chiffres. C'est vrai, c'est vrai. Quand on n'apprend pas ses leçons, on a 0. Quand on est bon élève, on a une bonne note. C'est tout. Les chiffres sont là pour en témoigner. Ouais. Pas débattre avec le pour, le contre, le pour. Vous dites, le président de la République, il a dit que je ne me gêne pas. Vous savez, je suis un homme libre. Depuis que je n'adhère plus à aucun parti. Et j'en suis très heureux. Même si on me classe là, ailleurs, on me classe d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas pour me déclasser? Je suis un homme libre, heureux de l'être. Et je dis ce que je pense à qui de droit. Que ce soit au président de la République, au ministre, j'ai 30 ans de vie parlementaire, j'ai une expérience qui peut me permettre de dire des choses. Je me sollicite d'ailleurs pour dire ou pour faire, ou pour écrire des missions. Le président de la République, quand il y a quelque chose que je ne partage pas, je le dis. Voilà. Donc, parce que, vous savez, il y a un parti qui restera le mien et qui reste le mien plus que jamais, c'est le parti des territoires, le parti de l'humain, le parti de nos concitoyens. Quel bonheur d'être libre au milieu de ses concitoyens. Voilà. Donc, après, les chiffres sont les chiffres. Il arrive, et c'est signalé, ça vient d'être signalé au début de séance, oui, le personnel n'est pas bon, l'absentéisme c'est anormal, voilà, c'est la raison pour laquelle maintenant, il faut se reprendre. Après, quand les chiffres sont bons, ils sont bons, quand les chiffres sont mauvais, ils sont mauvais, qui que ce soit qui le dise. Moi je ne me préoccupe pas de savoir, j'ai mes raisons,
un homme libre de soutenir qui je dois soutenir dans les moments où c'est bon pour mon pays ou c'est mauvais pour mon pays, je le dis. Si certains ne partagent pas ce que je pense, voilà. J'ai le bonheur d'être libre. Mais pas libre face à ses concitoyens. Je dois écouter, entendre et rendre des comptes à mes concitoyens. C'est ce que nous faisons là ce matin au conseil municipal. La démocratie, c'est ça. Voilà. Je passe la parole bien sûr à M. Chenevard, puisqu'il a été mis en cause. En sa qualité de député de la République qu'il est, que nous sommes heureux d'avoir à Toulon. Voilà. Parce qu'à Toulon, M. Chenevard a gagné, il n'a pas perdu. À Toulon. Qu'à Toulon. À Toulon. C'est un signe. Ils nous représentent tous. C'est un signe. Monsieur le député, Merci, monsieur le maire. et heureux de vous avoir en de avant. votre FN, c'est un signe. En toute chose, il faut faire preuve de bon sens. Il faut avoir les pieds bien installés dans nos territoires. Et la question écrite que j'ai posée au ministre de la Transition écologique, elle est extrêmement simple. Et vous l'avez lu, vous avez d'ailleurs réagi à sa lecture. Elle demande simplement, non pas un report, elle demande à ce que tous les territoires qui sont concernés rejoignent en fait la cohorte de tous les territoires qui ont l'obligation au 1er janvier 2024 de mettre en place ces ZFE. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même quand vous avez envie de changer de véhicule, vous ne pouvez pas changer de véhicule. Vous ne pouvez pas tout simplement parce que si vous avez les moyens d'acheter du neuf, les concessionnaires peinent à vous livrer des véhicules neufs. Et si vous avez les moyens d'acheter de l'occasion, eh bien aujourd'hui les voitures d'occasion, pour certaines, coûtent plus cher que les neuves. Donc à un moment donné, on ajoute des peines aux peines. Donc le bon sens, c'est quoi? C'est de dire, écoutez, il faut quelques mois qui permettent de rejoindre la cohorte de toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants, et c'était l'objet de ma question. Et in fine, ce qu'a rappelé le maire, c'est que tous nos indicateurs sont à la baisse, ils sont exceptionnels, et que finalement, depuis 2018, on n'a pas eu de dépassement de ce. Je voudrais signaler encore, quand je prends les mécontents, ils sont à votre disposition, vous savez, c'est l'Express, la Marseillaise, ce matin, la Dépêche, le Point, la L'Heure Actuelle, Libération, les Échos, et je lis Toulouse, Marseille, Montpellier, Rouen, Grenoble, Strasbourg, Paris, Nice, Lyon, Reims, Perpignan. Ils ont tous un travaux. Voilà, c'est tout. Aucun autre commentaire. Bien. Ah, pardon, monsieur le Bédard, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, oui, c'est une question sérieuse, évidemment. Il faut essayer d'être le plus objectif possible sur la question de la ZFE. Par exemple, il est vrai que ça pourrait, et vous l'avez soulevé, monsieur le maire, la question, ça pourrait devenir une vraie bombe sociale, parce que ceux qui ne peuvent pas changer de véhicule, ils ne le font pas d'avoir des vieux véhicules polluants par plaisir. Donc il faut prendre en compte cette réalité sociale. De ce point de vue-là, vous avez parfaitement raison. Et puis, moi je pense aussi que même si il y a des pollutions plus importantes, notamment les gros navires qui sont dans la rade de Toulon, c'est pas pour autant qu'il faut qu'il ne faut pas essayer de supprimer la pollution dans la ville de Toulon, le plus possible de pollution, et notamment la pollution des vieux véhicules. C'est une question de santé publique. S'il y avait un secteur, un domaine dans lequel il fallait faire le quoi qu'il en coûte, c'est bien celui-là. Donc nous n'avons qu'une seule planète et essayons de la préserver. On en a besoin à Toulon, monsieur le maire. Je ne suis pas d'accord avec vous, vous le savez, mais c'est une question de démocratie. Sur ce sujet, petite parenthèse sur la démocratie, M. Bayrou vient de déclarer à propos de M. Macron, c'est pas parce qu'il a été élu qu'il peut faire ce qu'il veut. Eh bien, c'est un petit peu l'objet des conseils municipaux, monsieur le maire.
si on est là pour débattre, eh bien alors il faut débattre, même si on n'est pas d'accord, et même si vous avez été élu effectivement majoritairement. Et donc oui, on est en désaccord parce que non, nous on n'est pas la ville la plus verte. Le classement que vous citez est un classement qui prend en compte les partis privés. C'est pas comme ça qu'on mesure l'action publique. Or, d'autres classements classent Toulon bien plus en arrière. Le Lynx, l'Observatoire des villes vertes, par exemple. Donc, ce sont des questions sérieuses pour Toulon. Effectivement, vous avez soulevé la question des artisans. Moi, je pense que les artisans et tous ceux qui sont obligés de venir circuler en voiture, ça peut leur poser un sacré problème. Donc, une des propositions que nous pourrions faire, une des propositions que nous pouvons soumettre à la ville de Toulon, c'est puisqu'il y a des aides prévues par le gouvernement, par l'État, qu'il y ait des aides supplémentaires prévues par la métropole. Certaines métropoles le font, par exemple Rouen, vous avez cité Rouen. Rouen propose des aides supplémentaires. C'est donc une proposition que nous pourrions faire. Et étendre cette aide aux voitures d'occasion également. Comme ça ferait baisser le prix des voitures qui remplacent les voitures polluantes. Mais le plus important à nos yeux, au niveau de Toulon en commun, c'est une stratégie globale. De ce point de vue-là, Monsieur le maire, nous sommes aussi en désaccord parce qu'il y a effectivement des retards. Et ce n'est pas simplement la ville de Toulon, je vous le concède, c'est aussi une politique nationale qui est en retard sur ces questions-là. Elle est nécessaire et elle doit être fructueuse et vertueuse. Je vous remercie, monsieur le maire. Monsieur le Bédard, je suis totalement d'accord avec vous. La confrontation des idées est nécessaire. Elle est respectable. Elle n'est pas c'est la méchanceté de la haine. Ça, c'est pas respectable. Ce n'est pas la démocratie. Par contre, vous avez parlé de réalité sociale, puis vous avez parlé de débattre ce que nous faisons. Mais après, excusez-moi, la démocratie a donné à une majorité la possibilité de décider. Si ce n'était pas le cas, ça serait la force d'Antoine, l'armée mexicaine. Donc voilà, on ne fait que ce que la démocratie nous a donné de faire. La démocratie, c'est une majorité. Voilà. C'est la raison pour laquelle il y a des élections. Chacun s'exprime, chacun est comme projet, après c'est la population qui décide. Et donc c'est nous qui, à la fin, devons décider. C'est la raison pour laquelle je fais voter qui est pour, qui est contre. J'ai jamais pris une décision qui n'était pas prise de la majorité dans cette assemblée. Donc voilà. Vous me citez Rouen, un exemple. Rouen déplore une fausse solution face à l'urgence écologique. Vous savez qui le cite, ça? C'est la CGT de Seine-Maritime. Voilà, un disant que c'est antisocial. Vous voyez, on peut avoir des positions qui se rejoignent sur... Lorsqu'on parle de social, le social n'appartient pas à un parti politique, quel qu'il soit. Le social n'appartient pas à un homme, quel qu'il soit. Le social appartient à la démocratie. C'est la démocratie qui décide. Voilà, c'est bien. Ça s'appelle la République. Et écoutez, on a beau critiquer l'autre, c'est comme ça. Mais on est heureux d'être en France. On est heureux d'être un pays de liberté, d'égalité, de fraternité. Ça, c'est quelque chose qui doit continuer à nous unir. Voilà. Après, bien sûr qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes projets. Enfin, mais après, sur le bon sens et le pragmatisme, on peut se retrouver d'accord. On peut me retrouver d'accord avec bon nombre de gens qui sont assis sur des sièges qui ne partagent pas mes idées. D'ailleurs, quand j'ai dit certaines choses, on m'a accusé d'être l'ami de parti. Je ne suis pas l'ami de parti. Je suis l'ami de mes concitoyens. Je suis l'ami de mon territoire. Je suis l'ami, j'essaie d'être l'ami au mieux. Voilà. Vous pouvez bouger la tête, monsieur le Bédard. J'ai affronté 18 élections. J'ai été élu 18 fois, 12 fois au premier tour. Bon, c'est que la démocratie, elle a été juste. Après, écoutez,
C'est comme ça. On ne peut pas contester quand même cette légitimité qui est la nôtre aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Après, qu'on ne partage pas les points de vue, c'est notre droit. Sur ce point-là, et notamment sur la réalité sociale, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par l'extrême droite. Je serai d'accord avec d'autres. Voilà, parce que c'est le bon sens. C'est tout. Bon, on s'est éloigné de la désignation de M. Mascarou. Vous pouvez, je suis d'accord. Juste une minute, monsieur le maire, parce que effectivement le débat est intéressant. On ne met pas en cause votre légitimité. Ce que nous souhaitons, c'est plus de consultations. Surtout sur une question qui n'avait pas été abordée lors des élections municipales. Les gens n'ont pas voté pour ou contre la ZFE. Je ne veux pas prendre plus de temps pour le débat, simplement, ça veut pas dire. Ce que nous souhaitons sur la ZFE, c'est en application et en complément de la loi, mais nous ne partageons pas forcément l'ensemble de la loi, on n'est pas forcément excellent, nous pensons qu'il aurait fallu autre chose, nous pensons qu'il aurait fallu prendre des mesures auparavant pour compenser les problèmes de pollution en général, mais effectivement, il y a une loi à appliquer, essayons de l'appliquer le mieux possible, c'est tout, monsieur. Je vous remercie. On essaie. Vous savez, je reprends aussi la déclaration de mon collègue, président de la métropole de Rouen, qui se déclare bien seul pour la mise en place de la ZFE, ce qui veut dire un problème. Bien sûr. Ce monsieur a une légitimité quand même, une laïcité. Voilà. Après, on fait des efforts, on essaie de. Vous avez dit, pourquoi pas, donner une aide métropolitaine. Oui, on le fait déjà pour les vélos et ça marche bien. On donne 250 € pour vélo. Quand la loi s'appliquera, on essaiera de participer pour aider le citoyen. Mais aujourd'hui, on se dit, attendez, comment éviter d'en pénaliser un grand nombre? Voilà, c'est tout. Après, quand la loi va s'appliquer, on essaiera de trouver des solutions aussi. Voilà. Allez, pour la désignation de M. Mascarou. Est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on vote à main levée? Oui. Bon, ben voilà, je propose la désignation de M. Mascarou pour siéger à la CEREMA. Oui. C'est un débat intéressant qu'il fallait qu'on ait, qu'on a eu, et c'est une très bonne chose. Qui est pour M. Mascarou? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est désigné et je vous en remercie. Allez, on continue. C'est Robert. Il s'agit de prendre acte de la communication du rapport annuel du bassin océanique First. Chaque année, il est favorable. Par là, voilà. Il est favorable. Mais là aussi, avant on disait on prend acte. Maintenant il faut faire voter la prise d'acte. Comme ça. Qui est favorable, qui s'abstient, qui est contre. C'est adopté, je vous en remercie. Allez, tu poursuis. Une autre délibération où il s'agit de prendre acte, puisque ça a été voté au Conseil métropolitain, c'est la transmission du rapport sur le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers. Madame Brunel, vous avez la parole. Je vous remercie, monsieur le maire. Nous avons pu donc accéder à ce rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers, et nous pouvons donc bien entendu en prendre acte, mais ceci nous donne l'occasion d'évoquer 2 points concernant les résultats de ce rapport et les choix qui sont opérés sur lesquels nous souhaiterions réagir. Premier point, nous constatons une augmentation de la taxe de la collecte dans nos feuilles d'impôt, et celle-ci se retrouve dans une augmentation relative des coûts indiqués dans le bilan comptable du rapport, et qui sans doute continue en 2022, sans doute du fait également de l'augmentation des coûts de l'énergie. Sur ce constat, sur lequel nous ne pouvons pas agir, nous pouvons envisager cependant des pistes. Ne pourrait-on pas faire un effort supplémentaire de rationalisation des tournées effectuées? Le rapport souligne en effet que le coût est lié à 2 paramètres, d'une part les volumes collectés et d'autre part la fréquence des collectes.
Or, le poids total par habitant de la collecte est stable et n'augmente pas depuis 3 ans. Et en revanche, le tri sélectif valorisé, lui, il augmente. Il y a donc mécaniquement une réduction des déchets ménagers classiques. Et c'est d'ailleurs bien les objectifs de ce rapport que de contribuer à réduire le nombre de kilos de ces déchets par habitant. Cette baisse pourrait conduire à agir aussi sur la fréquence détournée des ordures ménagères classiques. On peut en effet agir cette variable sur la variable fréquence pour faire baisser les coûts et au moins compenser la hausse de ceux de l'énergie. Nous proposons qu'une enquête soit menée afin de réduire le nombre de ramassages par semaine des déchets ménagers classiques dans les zones à faible densité. Cela pourrait passer par exemple par une expérimentation qui, si elle s'avère probante, pourrait être élargie. Deuxième point, la loi nous impose dès le 1er janvier 2024 des tris à la source pour les biodéchets. Nous nous en félicitons, car c'est une mesure écologique. Mais le rapport transmis ne fait que mentionner cette obligation sans évoquer aucune piste prospective. Alors, qu'est-il prévu en ce sens? Une campagne de sensibilisation auprès de la population est-elle anticipée? Quand aura-t-elle lieu? Évidemment, quelle logistique adaptée est-elle envisagée? Comment est pensé le circuit de valorisation de ces déchets, puisque c'est au fond le but de ce tri? Nous vous remercions de nous transmettre ces éléments relatifs à la mise en place obligatoire, car nous sommes maintenant à 11 mois de son opérationnalisation. Par ailleurs, le fonds économie circulaire de l'ADEME a été augmenté pour cette mesure de près de 100 millions d'euros pour soutenir son évolution. Est-il mobilisé par la métropole? Nous vous remercions de vos réponses sur ce sujet central dans l'évolution de notre métropole et de notre ville vers la transition écologique. Madame Brunel, le rapport que nous passons là, c'est clair, c'est le rapport 2021. Absolument. Pas... D'ailleurs, vous êtes un peu juste pour nous le remettre, parce qu'il fallait 12 mois, je crois. Comment on est juste? Oui, dans les délais, c'est juste. Il faut le remettre dans les 12 mois qui suivent l'année en cours. Enfin, c'est pas grave, nous avons bien examiné le rapport 2021, tout à fait. Je crois qu'il a été remis en loi. Non. Enfin, nous avons voulu aucune sens en janvier. On est à l'état. Si on n'était pas dans l'état, on serait nul. Donc voilà, là aussi, il faut savoir qu'en 2021, sur les communes de la métropole, puisque c'est une délégation métropolitaine, bien sûr, 275 689 tonnes de déchets ont été collectés, porte à porte, apport volontaire à une déchetterie. Et sur ces 275 689 tonnes, 86 240 tonnes concernent Toulon. Toulon représente 31,2% de la collecte sur l'ensemble du territoire métropolitain. Savoir que 62% du volume global collecté est destiné à l'incinération. On est un exemple puisque bon nombre de communes voudraient venir participer à l'incinération, mais on en a assez avec la collecte sur l'ensemble du territoire métropolitain. La quantité, après les 2 années de baisse, en 2021, la quantité des déchets collectés dépasse celle de 2019. Voilà, toujours plus. Alors, vous me dites qu'il faut réduire. Attention, si on réduit la collecte, est-ce que le citoyen comprendra et l'acceptera? Je dis toujours qu'il faut écouter le citoyen. Vous savez, il y a des endroits où on passe 1 fois par jour, il faudrait passer 2 fois par jour. Quand c'est pas 3 fois dans le cœur de ville, parce que le citoyen, il n'est pas toujours respectueux de l'environnement. Quand on sort des cartons, quand on dit qu'il faut sortir les poubelles à telle heure, quand on dit que la poubelle jaune va sur le vendredi, faites le tour de la ville, vous verrez les poubelles jaunes un peu de partout tous les jours. Donc, c'est pas toujours simple. Alors réduire encore la collecte va se heurter, alors que les déchets sont de plus en plus nombreux, ça va être difficile. Mais en fait, c'est à étudier. J'en prends acte. Donc, voilà. Après,
vous me parlez des tarifs qui ont augmenté. Oui, mais la déchetterie métropolitaine a bénéficié en 2021, c'est le rapport 2021, d'une restructuration complète. Il a fallu une mise aux normes environnementales. On dit tous, mettez-vous aux normes environnementales, on s'y met. Et pour s'y mettre, il faut de l'investissement. Et que quand on décide un taux, c'est pour payer le fonctionnement, l'investissement aussi. Qu'en matière d'incinération, on est exemplaire aujourd'hui. Si on pouvait l'incinérer plus de 62%, on le ferait encore. Elle est là la solution, incinérer. Parce que quand on voit les dépôts de déchets, vous savez, je suis du centre d'art natif, le Canet des Morts, c'est pas un bon exemple. Hein, voilà. Donc, moi, dès que j'ai pu supprimer la poubelle de Pignane, je l'ai fait. Cette poubelle qui brûlait, c'était comme ça, on voyait la poubelle brûler, il dit c'est pas grave, c'est la poubelle qui brûle. On a vécu tout ça. On a vécu les progrès qui ont été faits. On a vécu, c'est la raison pour laquelle l'incinération est une bonne chose. Donc, quand il y a des coûts, ben, il y a des coûts de fonctionnement, d'investissement. Alors, ben oui, on peut toujours faire mieux, on peut essayer de trouver des améliorations sur le coût, mais on est meilleur que Montpellier, on est meilleur que Lille, on est meilleur que Marseille, on est plus mauvais que d'autres. Voilà, c'est en fonction des investissements et du fonctionnement. Quand on passe 2 fois la collecte, c'est la demande du citoyen qui lui disent venez ramasser nos poubelles. Ils le laissent tort. Beaucoup ne sont pas respectueux. Hélas, voilà. Mais c'est des problèmes qui sont récurrents. La solution, vous me dites, mais vous êtes le maire à trouver des solutions. Oui, toujours plus d'incinération. Voilà, la solution, elle est là. Alors, on est équipé, on a mis aux normes nos équipements et ça a coûté de l'argent. Après, on verra si on peut baisser les taux, croyez-moi, on le fera en fonction du coût. Il faut additionner A et B. Voilà, les 2 colonnes toujours. Il y a des endroits où on est meilleur que d'autres, il y a des endroits où ben, ça coûte plus cher que d'autres. Peut-être qu'il y a plus de déchets à Toulon qu'ailleurs, on va les savoir. En attendant, il faut faire en sorte de ne pas être déficitaire, parce que d'une manière ou d'une autre, c'est toujours le citoyen qui paye. Merci. Juste pour rebondir, alors je ne vous parlais pas du centre-ville, hein, qui relève d'une problématique particulière. Hein, c'est pour ça que je proposais d'envisager une expérimentation dans des zones à faible densité, hein, de façon à effectivement séparer les problèmes. D'autre part, vous dites que l'augmentation du taux global des déchets est constante. Sauf que dans cette augmentation du taux global, il y a du tri maintenant, et que donc la valorisation des déchets recyclés est en augmentation, tandis que celle des déchets ménagers, elle ne bouge pas. D'où ma proposition de limiter la fréquence sur ce type de collecte-là, parce que là, il y a du sens, il me semble, compte tenu du fait qu'elle n'augmente pas et qu'elle a plutôt tendance, au contraire, à se tasser. Et enfin, vous n'avez pas répondu sur la question des biodéchets. Et l'incinération, oui, mais la stratégie la plus vertueuse, c'est la valorisation des déchets. Qu'en est-il de ce côté-là? Quelles pistes sont exploitées, notamment du côté du tri à la source des biodéchets? Valoriser, on le fait, puisqu'on fournit l'énergie de cité à partir de l'incinération. C'est une partie. Voilà, c'est une partie. Je ne vous dis pas qu'on est parfait, mais on y travaille. Par exemple, je crois que c'est la Beaucaire. Oui. Oui, c'est la Beaucaire. Oui. La Beaucaire et Cité Verte sont alimentées par l'énergie incinérée. Donc, vous voyez, c'est une des possibilités. C'est une des possibilités. Il y en a certainement d'autres, mais la meilleure des possibilités, c'est le citoyen, le bon sens. Écoutez, j'habite dans un collectif. Il y a des poubelles jaunes, grise, marron. Et je constate, je le fais, je passe devant tous les jours. Dans la poubelle jaune, il y a des poubelles qui réveillent. Les gens, toujours, on passe, ils ne s'occupent pas de savoir si la poubelle est jaune, grise ou noire. Et après, il faut trier. C'est pourquoi je vous parlais, avec l'obligation de 2024, d'une campagne de sensibilisation, parce qu'il me semble que c'est quand même nécessaire de parler à la population. Mais vous avez raison, mais là, on est en 2021.
On ne fait pas de prospective, c'est l'analyse du rapport. Ah mais Après, non, je regrette, dans le rapport, il est fait mention de la réforme de 2024, de la loi et des obligations auxquelles elle nous contraindra. Ça figure bien dans le rapport. En revanche, il y a une piste de direction. En revanche, et vous, sans doute, vous avez des éléments à nous tout à apporter. fait. On essaie de s'améliorer journellement. Albert, qui est en premier. Oui, monsieur le maire, merci. Pour répondre à cette question, le CITOMAT est en train de mettre en place un comité de pilotage justement sur les biodéchets pour être prêt au 31 décembre 2023, enfin au 1er janvier 2024. À 2024. Voilà. Et concernant la valorisation des déchets, le CITOMAT également a acheté un terrain pour créer sa propre usine de valorisation des déchets plastiques et autres. Merci. Alors, voilà une des réponses que vous attendiez. C'était pas l'objet du rapport. Enfin, puisque vous en parlez, vous répondez. Oui, C'est pour ça que vous n'avez pas préparé. concernant les biodéchets, bien évidemment, l'échéance de 2024 est prise en considération et par le CITOMAT, mais également par les services de la ville. Et voilà aussi un sujet. Sur le principe, bien évidemment, on vous rejoint, ça peut être une bonne chose, la valorisation des biodéchets. Et voilà un autre sujet où la mise en œuvre de cette obligation va s'avérer compliquée. Et les services de la ville de Toulon notamment réfléchissent là-dessus, notamment parce que notre collègue Albert vous a indiqué que le CITOMAT avait déjà amorcé la réflexion. Et où le problème va se poser, ça va être avant la collecte, déjà le dépôt. Monsieur le maire vous l'a indiqué, ne serait-ce que déjà sur les déchets carton, papier, verre, on a des problèmes dans les bacs, on n'a pas les bons déchets. Et donc ça veut dire que quand on n'a pas les bons déchets, au moment de la collecte, et bien notamment, on parle du CITOMAT, mais il y a d'autres intervenants locaux et métropolitains, ils ne pourront pas valoriser ces déchets-là, et ça va partir à la poubelle tout simplement. Ça c'est le premier point. Deuxième point, vous allez prendre par exemple la Haute-Ville de Toulon. On avait déjà eu des difficultés tout simplement à mettre en place le dépôt de tout ce qui est papier, verre, etc. Au regard de la configuration de ce quartier, notamment. Sur les biodéchets, on parle de matières... et on va les mettre. Ça, c'est Non, mais... c'est effectivement non, mais voilà pour cela qu'il faut anticiper. Madame C'est Brunel, justement le motif de ma question. Mais Madame Brunel, ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire état au quotidien de tout ce qu'on anticipe et de tout ce qu'on travaille Je dans vous les demande services. des réponses. Mais je vous le confirme, on Voilà. y travaille sérieusement parce qu'on sait qu'on a cette échéance en 2020. Et, oui, voilà. Et on y travaille sérieusement. Mais voilà, mais c'est pas si simple que ça. Mais personne n'a dit que c'était Et ça. sur le principe, Justement, il est on vous nécessaire et d'anticiper et de faire cette campagne de sensibilisation. Vous venez de me donner raison. Concernant le fonds de l'ADEME, je ne sais pas si... Non mais, c'est vrai, il n'y a pas de raison que vous n'avez pas raison, là, vous avez raison. Vous n'avez pas tort. Merci. Voilà. Écoutez, on y travaille ensemble. Voilà. Vous travaillez C'est ça aussi la également, démocratie. bien On sûr. écoute, on entend. Vous savez, les propositions faites pour améliorer la vie des gens, qu'elles viennent de droite ou de gauche du centre, sont toujours des propositions bonnes à entendre. Après, c'est à nous à décider en fonction des solutions qu'on a, des budgets qu'on a. Il est là, mais on ne vous a pas dit que ce que vous avez dit était hors sujet. Voilà, c'est complètement le sujet. La seule chose qu'on nous a précisé, c'est qu'on parlait du rapport 2021, on ne parlait pas de la prospective sur 2024, mais on l'a fait. Les collègues de la FON. Comme je vous l'ai dit, c'est noté dans le rapport. Les collègues qui siègent dans les différentes commissions le font. Voilà, au CITOMAT. Bien. Amaury ? Oui, donc juste un petit point aussi, la valorisation des déchets, c'est comme on l'a dit aussi, de chauffer des milliers de logements, mais c'est aussi de produire de la bioénergie. Et le CITOMAT est exemplaire, on produit avec le CITOMAT l'équivalent de quasiment 20% de la production, de la consommation énergétique de l'ensemble de la ville de Toulon. La moyenne régionale est à moins de 10%. Donc la valorisation des déchets, c'est aussi la production de bioénergie réinjectée sur le réseau électrique. Bien. Écoutez, bon débat. Oui, pardon, oui, Eric, je sais pas, celui qui nous met aujourd'hui pour nous représenter. Je voulais compléter aussi par rapport aux biodéchets.
Donc effectivement, la métropole travaille sur le sujet ardemment, puisque pas plus tard que la semaine prochaine, on aura une conclusion des travaux qui ont été engagés par la métropole avec l'ADEME. Donc la métropole a été accompagnée par l'ADEME dans une démarche qui s'appelle Concerto. Et donc ces conclusions auront lieu le 2 février après-midi, suite à des ateliers qui ont eu lieu pour justement travailler sur la collecte et la valorisation des biodéchets. Et sur les biodéchets, effectivement, c'est la collecte, la valorisation des biodéchets, une compétence du Cytomate. Donc on a 3 acteurs qui sont importants, la métropole, le Cytomate et les collectivités. Et donc ce travail-là a été élaboré et le Cytomate a engagé une réflexion avec un bureau d'études pour travailler sur cette valorisation des biodéchets. Tant mieux si un terrain a été trouvé. La difficulté de notre territoire, c'est quand même les fonciers. De trouver le terrain. Je suis heureux de l'entendre, que ce soit pour les déchets ou pour autre chose. La difficulté, c'est le foncier. Parce qu'une vraie valorisation, alors il y a 2 aspects à la valorisation du. Mais on est heureux d'avoir la commune que nous avons, c'est la plus belle de France. On dit tous la même chose. Voilà. Après, c'est comme nos enfants, hein, c'est meilleur. Ils sont comme ils sont, avec des caractères différents. Des bonnes notes et des mauvaises notes, on ne dit jamais qu'ils sont pas bons. Ça signifie donc, sans doute, vous avez travaillé avec l'ADEME, que vous avez mobilisé le fonds en question spécifique sur ces biodéchets. Vous me le confirmez? Merci. Allez. Alors, mes chers collègues, là aussi, il faut prendre acte, mais il faut prendre acte qui est favorable. Qui est défavorable, qui s'abstient, nous avons pris acte. Allez, Robert, je poursuis. Mes chers collègues, les services de l'État ont décidé la création d'une commission de suivi de site concernant le dépôt des essences marines des arènes. Et dans le cadre de cette commission de suivi, il nous appartient de désigner 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants. Et si vous en êtes d'accord, nous pouvons procéder à main levée. À main levée. Je propose donc que M. Charloton, M. Maurice Charloton, M. Denis Duterriel, les arènes, vous savez que c'est propriété marine nationale, les armées. Voilà, c'est aussi les armées, marine nationale, le ministère des armées, voilà. Et là, on nous propose 2 représentants, c'est avec plaisir, on va proposer la désignation de Maurice Charloton, ce qui est favorable. Les suppléants étant José Massy et Yannick Chenevard. Favorable, défavorable, abstention. Ils sont désignés et je vous en remercie. Ça tombe bien. Après, vous voyez, désarmé, on y est Madame Rantégui. Voilà. Monsieur le maire, c'est pas pour parler du budget. Je propose d'autoriser l'adhésion à un collectif qui s'appelle le collectif de bibliothécaires et d'intervenants de l'action culturelle, qui est un collectif permettant de transférer des livres usagés, des livres dont nos bibliothèques n'ont plus besoin, à des fonds documentaires de bibliothèques étrangères. Ça permet de faire une action, à mon avis, tout à fait salutaire vers nos compatriotes, mais vers les francophones des différents pays du monde, plutôt que de retrouver ces bouquins ou ces livres en poubelle ou, en tous les cas, au filon, comme ça peut se faire. C'est une adhésion qui est très modeste, 150 € par an pendant 4 ans. Nous avons près de 100 000 ouvrages dans nos différentes bibliothèques. C'est intéressant de pouvoir conserver les livres anciens. Qui est favorable? Défavorable, abstention, c'est adopté. Je vous en remercie. Virginie, le foncier. Merci, monsieur le maire. La commune est propriétaire d'une parcelle, 6 avenue Général Gouraud. Une partie de cette parcelle est affectée à l'usage public, et notamment des containers de tri sélectifs. Le reste de la parcelle, en revanche, est clôturé, n'a aucune utilité pour le public. Le propriétaire mitoyen de cette parcelle, M. Djelali, a proposé de l'acquérir. Les domaines ont été évalués à 15 000 €. L'acquisition se fera dans une marge de négociation raisonnable à 12 000 €. Et le reste de la parcelle sera ultérieurement cédé à la métropole pour les besoins d'aménagement de la voie. C'est 150 mètres carrés. Qui est favorable?
Défavorable. Abstention. C'est adopté. Et je vous remercie. Valérie de la Jeunesse. Merci, monsieur le maire. Il s'agit avec cette délibération d'attribuer des subventions de fonctionnement à différentes associations qui proposent des activités relevant de la jeunesse. Pour la majorité d'entre elles, c'est une reconduction, sauf que deux associations, Le Jour se lève, il y a une petite augmentation parce qu'ils nous ont proposé une activité intergénérationnelle. Et pour Squadra Avenir, c'est une jeune association que nous n'avons pas soutenue au début. Ils ont fait un petit peu leurs preuves et puis là, nous avons décidé de les soutenir. Ils accueillent des adolescents sur le secteur du Grand Journée. Un montant total de 22 500 €. On vous fait confiance, cher dame, avec tout votre conseil pour gérer au mieux la jeunesse. Si le jour se lève, il y a favorable, qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient, c'est adopté et je vous remercie. Laurent, merci monsieur le maire. Donc, cette délibération a pour objet l'attribution de subventions à 28 associations sportives pour un montant total de 83 300 € et pour un nombre très varié et différencié d'activités sportives. Qui est favorable à soutenir le monde association et le monde associatif sportif. Défavorable, abstention. C'est adopté et je vous remercie. Allez, tu poursuis. La suivante a pour objet l'attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association du club toulonnais pour un montant de 75 000 € pour la partition du numéro 1, soit du 1er janvier au 30 mars. On apprendra à nos jeunes talonneurs de les faire en ébauche. C'est pour ça qu'on leur donne janvier à juin, qu'on verra. D'accord. Non, je plaisante. Là, mais moi aussi. Ils sont programmés. Oui, oui. Je passe la parole à notre supporter. Oui, merci. C'est aussi l'occasion de saluer, suite à la réunion du comité directeur, les deux co-présidents, la chère bien connue, Olivier Roire, qui était déjà aussi dans l'équipe de direction, en espérant que l'issue assez atypique de cette élection au sein du comité directeur donne une poursuite en toute quiétude de ces activités qui touchent les plus jeunes et le soutien de la ville à cette partie associative comme à la partie qui suivra, la partie professionnelle, où là il y a peut-être encore plus besoin de bien former et de mieux recruter nos talonneurs. Est une bonne chose, voilà, bonne route à ces deux co-présidents en espérant que la bonne entente permette de continuer ce formidable travail diversité associative. Si vous me permettez, monsieur le maire. Oui, attendez, mais quand j'ai parlé de talonneur, j'ai bien dit, c'est pas le maire qui s'exprime, c'est le supporter. C'est pas l'élu RN non plus. Le maire, de la même manière, puisque je ne souhaitais pas l'évoquer parce que je trouvais que ce n'était pas la place, mais vous parlez d'élection, effectivement, des deux présidents. Petite pensée, j'avais dit pour M. Massari qui est décédé, ce qui a provoqué quand même cette élection, je pense que c'est important de le signaler. Et par matin, a fait un résumé rapide de ce qui semble être une crise au RCT. Je rassure tout le monde, si aujourd'hui il y a deux présidents à l'association du RCT, parce qu'ils sont tout simplement fait le choix de l'union pour le collectif, de manière très intelligente, très apaisée. Et je crois que c'était important qu'il y ait d'abord d'autres projets pour que ces projets se réunissent ensuite. Et pour avoir été un peu plus auprès de la chose, je peux rassurer tout le monde, c'est vraiment un nouveau départ et malheureusement la disparition de M. Massari a peut-être permis à certains de se remettre les idées à l'envers sur l'importance d'être ensemble et de faire des associations pour le bien des jeunes et la pratique sportive. Voilà, vous en parlez, en tout, le collectif est toujours plus précieux que la division, et notamment au rugby. Si on ne joue pas collectif, on ne peut pas gagner. Donc, alors, je signale que Mme De Palens et M. Bonnefoy ne participent pas au vote, mais restent dans la salle. Qui est favorable. Défavorable, abstention, elle est adoptée. Je vous en remercie. Laurent, tu poursuis. Cette fois-ci, nous passons à la partie professionnelle pour un montant de 100 000 € d'attribution à la SASP, donc Société Anonyme Sportive du Rugby Club Toulonnais pour le budget 2023. Qui est favorable. Défavorable, abstention. C'est adopté. Et c'est Eric qui clôture avec le dommage de Tout à fait. Merci, monsieur le maire. Il s'agit de demande d'autorisation d'urbanisme pour la rénovation complète du stade Fernandez qui accueillera des associations du quartier, avec également la création d'un clubhouse. Et enfin, la deuxième autorisation concerne le gymnase des Pins d'Alès
avec une mise en accessibilité et le remplacement du sol sportif. Vous voyez, avant de passer la parole, le Stade Fernandez, c'est une association qui privilégie les jeunes. Moi, je suis heureux. Je ne vais pas voir que le RCT, dimanche, je suis allé Fernandez, je regarde le match. Il y avait des jeunes de partout. Ça joue au foot, ça joue au rugby. C'est un club qui n'a pas les aides extraordinaires. On aide, la meilleure des preuves, c'est qu'on leur donne des stades, des pelouses synthétiques. Et là, l'objet, c'est leur donner sur la partie construite, la future, leur permettre d'avoir leur maison des associations. Et c'est déjà qu'ils font un travail remarquable pour les jeunes. Moi, j'ai été surpris de voir le nombre d'adhérents qu'ils avaient, au-delà de l'équipe première, rugby. Voilà, mais surtout tous ces jeunes. Là aussi, on a fait des efforts énormes pour améliorer les installations du stade Fernandez. Et là, on s'attaque au dernier morceau, c'est-à-dire la maison des associations. Et surtout, ça va permettre de libérer un espace vert qui n'est pas négligeable, qu'on va pouvoir ouvrir pour que les gens au Morillon, là, de cet endroit où il n'y a pas de problème, vous voyez, ça fera un espace vert supplémentaire, il fera un petit jardin. Voilà. Donc le stade Fernandez, vous avez la parole. Oui, merci. Je vais donc récidiver sur la partie rugbystique. C'est une belle satisfaction de voir que cette maison qui a un style particulier, qui était une empreinte particulière dans ce quartier, qui un temps a été cherchée à cession. La ville l'avait mis en vente assez légitimement parce qu'il n'y avait pas forcément à ce moment-là de projet, se retrouve finalement dans une autre vocation. Ça sera la disparition de la bodega, du chapiteau traditionnel qui était celui du clubhouse éphémère du club de rugby du Morillon, qui est un club très particulier. C'est celui, et c'est une spécificité toujours assez incroyable, c'est dans ce périmètre de la ville, on voit plus souvent des shorts et des maillots du club de quartier que du club de la ville, tellement l'empreinte de ce club est particulière et se base, certes sur des résultats et des matchs de l'équipe première, dont la réputation a toujours été d'être très craint par les autres, mais surtout par les petits, et effectivement un taux très important de bénévoles. Et donc ce lieu qui va impulser pour l'association aussi une nouveauté, qui va être de la gestion d'un lieu particulier et ouvert au public, n'en doutons pas, avec cet esprit familial et convivial qui touche le club, sera aussi pour le quartier un pôle d'attraction qui est décorrélé du Mourillon en tant que tel, c'est plutôt l'entrée dans la Srinette avec la cité Mireille à côté, mais du coup peut-être un point d'attrait et de vie particulier qui va permettre de redonner beaucoup de visibilité à ce beau club. Merci. Oui, on a parlé du stade Fernandez, il faut aussi parler du gymnase des Pénalettes qui va être rénové aussi probablement. Il y a une accessibilité. Gymnase par gymnase, on essaie de donner aux citoyens, aux jeunes, aux moins jeunes, la possibilité de faire du sport, des choses. Des Pénalettes aussi, c'est un gymnase de quartier particulier qui méritait de rénover. Oui. Juste pour préciser, même si nous nous félicitons de l'action de l'USM et nous apprécions leur valeur, la maison Lorient, puisque la Villa Lorient c'est le nom historique de cette maison, ne sera pas en gestion par l'USM. Attention, parce que les choses soient. La Villa Lorient reste propriété de la ville, oui, mise à disposition par condition de l'USM, tour partie, grande partie du fait de l'importance de l'association par son nombre d'adhérents, mais d'autres associations également qui peuvent être utilisatrices du stade, ou en mutualisant sur certains temps, de manière à vraiment qu'on trouve ce point de convergence du stade Fernandez entre le quartier Lamagne, le quartier peut-être même la Rode qui n'est pas si loin, parce qu'on retrouve beaucoup de pratiquants qui viennent de la Rode, et au-delà. Et c'est vrai que c'est un vrai point de convergence, et la ville a souhaité, le maire a souhaité que cette maison soit vraiment un point de rencontre avec l'USM effectivement en point d'or, et la gestion-restauration municipale. C'est là, comme de partout ailleurs,
savez, le Mayol est mis à disposition du RACT. Il nous appartient, il appartient à la ville, il appartient aux Toulonnais et aux Toulonnais, et ça t'inclut. Vous savez, j'ai été sollicité sur Mayol. Vous n'imaginez pas pour dire il faut le vendre au club. Non. Vous voulez jouer, tenez, vous voulez la clé, elle est là, vous la prenez, vous allez jouer, mais vous ramenez la clé. C'est-à-dire que le Mourillon, comme les autres endroits, c'est tout du patrimoine sportif toulonnais, et c'est une bonne chose de le rester. Voilà, après, les conseils des stades, il y a des problèmes. Là, on a un œil, on met à disposition, c'est mutualisé, c'est une bonne chose. Allez, qui est favorable à ce projet, qui est défavorable, qui s'abstient, c'est adopté et je lève la séance à vous remercier. Ah, il y avait... Ah oui, oh là là, j'ai oublié, excusez-moi. Oui, c'est important. Pour nous, c'est important. Et décédé, c'est une information. Vous avez le droit de poser des questions au fait de séance, et vous avez le droit aussi de faire des informations au fait de séance. Est décédée cette semaine Lucie Lorando, qui était sur André, qui était née le 11 février 1904 à Alès. Elle avait 118 ans et 341 jours. Elle est partie paisiblement, comme elle le souhaitait, dans son sommeil, le 17 janvier 2023. Sœur André était en EHPAD, Sainte-Catherine-la-Bourrée. Elle était arrivée à Toulon en 2009. Elle a eu une vie exemplaire. Elle a donné sa vie aux autres. Elle était la doyenne de l'humanité. Elle était toulonnaise et doyenne de l'humanité. Je proposerai à la prochaine séance du conseil municipal de dénommer l'ancienne chapelle de Chalucé, qui est une salle municipale d'exposition aujourd'hui. Je souhaiterais qu'elle s'appelle, si le conseil municipal est d'accord, dorénavant la salle Sœur André Radon. Donc voilà, il y aura une séance du conseil municipal qui prendra cette délibération. Mais je me devais de, puisqu'elle est morte cette semaine, de vous faire cette information. Voilà. Merci.